Tout le monde, je suis Alexandre Michi, cardiologue à l'hôpital de Montluçon, rédacteur en chef de la revue Cardio H. J'ai l'énorme plaisir aujourd'hui d'avoir comme invité Dr Benjamin Essaya, cardiologue au centre hospitalier de Cannes, virgule. Également un collaborateur et un fellow de la Mayo Clinic, virgule. Dr Essaya vient de publier un article important dans le Journal of American Heart Association. Et donc, nous, on a pris l'habitude de faire une série d'interviews qui s'appelle Made in France, qui donc reprend les études publiées dans les grands journaux par des auteurs français. Euh, donc, sans retarder trop, Benjamin, bonjour. Bonjour Alexandro, merci beaucoup pour votre invitation, votre sollicitation qui me fait plaisir et m'honore. Ça nous fait énormément plaisir. Et donc, Benjamin, je te laisse présenter ton dernier article publié en Journal of American Heart Association. Tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors c'est un article qui traite de la valve mitrale, dans la valve mitrale dans son étiologie dégénérative, qu'on appelle aussi insuffisance mitrale primaire ou insuffisance mitrale organique, ou encore insuffisance mitrale par prolapsus. Et c'est de là que vient le terme de floppy mitral valves, les valves mitrales qui sont floppy redondantes. Et c'est une maladie pour laquelle, vous le savez tous, malgré sa fréquence et sa gravité, puisque l'insuffisance mitrale, lorsqu'elle est significative dans le cadre du prolapsus mitral, c'est-à-dire modéré ou sévère, est associée à une surmortalité importante, eh bien, elle reste extrêmement sous-traitée de par les récentes études de cohortes et de communautés que l'on a pu obtenir. Et donc, fort de ce constat, le but ultime de notre recherche, c'est de déterminer, de trouver de nouveaux marqueurs pronostiques qui vont aider à la prise de décision, non pas parce que ces patients ne sont pas diagnostiqués, puisqu'on sait qu'ils ont la maladie mitrale significative, mais parce qu'on a du mal à les référer au bon moment à la chirurgie, et alors que l'on a dans ce contexte un traitement qui est efficace et qui restaure la survie, puisque la plastie mitrale, lorsqu'elle est effectuée au bon moment, eh bien, restaure la survie de ces patients. Donc, tout l'enjeu eh bien, est de guider le cardiologue et de bénéficier dans l'outil de routine quotidien de nouveaux marqueurs qui vont nous permettre de mieux stratifier le risque de ces patients et donc d'aider le processus de décision. Alors, vous connaissez tous les marqueurs de classe 1, les symptômes, l'altération de la fraction d'éjection, la diamètre du ventricule gauche. Malheureusement, en tout cas, il se trouve que ces symptômes de classe 1, ces indicateurs de classe 1 sont peu fréquents. On a des indicateurs de classe 2, comme la taille de l'oreillette gauche. On sait depuis longtemps qu'elle est associée à une surmortalité dans l'insuffisance mitrale, et on l'a confirmé il y a quelques années en arrière dans une étude de port de large amplitude en routine de pratique, mais ça reste une indication de classe 2A dans les nouvelles recommandations, et donc il nous faut trouver constamment de nouveaux marqueurs. Eh bien, dans cette nouvelle étude, on a peut-être la réponse, en tout cas un élément clé décisif dans la prise en charge de ces patients, en regardant non plus la taille de l'oreillette gauche, mais en regardant la fonction de l'oreillette gauche, puisque les études séminales sur la fonction de l'oreillette gauche, notamment par speckle tracking, ont montré qu'il y avait une corrélation assez nette et importante avec le pronostic de ces patients. Mais pour que le marqueur soit utilisable de façon routinière, il faut qu'il soit facilement accessible, deuxièmement, qu'il soit reproductible, et puis troisièmement, qu'il soit lié de façon indépendante et surtout incrémentale à la survie par rapport aux autres marqueurs, toujours dans cette pathologie d'insuffisance mitrale dégénérative. Ce marqueur, qui s'appelle le LACI pour Left Atrial Coupling Index, ou l'index de couplage de l'oreillette gauche, est issu de la division, finalement toute simple, du volume de l'oreillette gauche, qui est exprimé en millilitres par mètre carré en haut à gauche, divisé par l'onde A' au Doppler tissulaire à l'anneau septal. Pourquoi à l'anneau septal? Parce que le Doppler tissulaire pris à l'anneau septal est moins soumis aux variations que celui pris à l'anneau latéral. Eh bien, en calculant donc, ce marqueur-là, de façon dans un contexte de routine, c'est-à-dire chez des patients qui sont adressés pour une insuffisance mitrale, sur une cohorte qui est très large, de plus de 6000 patients, on s'est aperçu que ce marqueur était d'abord lié en haut à droite
à des patients à un âge plus avancé. Il était aussi lié à une dilatation plus importante du ventricule gauche et à plus d'insuffisance mitrale. Mais ce n'est pas tout. Ce marqueur avait des conséquences indépendantes sur la qualité de vie des patients et sur le pronostic de ces patients parce qu'il était associé à une augmentation des symptômes d'insuffisance cardiaque et de dyspnée. Il était associé à plus d'insuffisance tricuspide et était associé à plus d'hypertension pulmonaire. Mais là où on a des résultats qui sont assez incroyables et importants pour la prise en charge de ces patients, vous voyez en bas à gauche sur des coupes de Kaplan-Meier que ce marqueur de fonction atriale gauche, qui couple le volume de l'oreillette et l'onde à prime au Doppler tissulaire, eh bien, il était directement corrélé à la survie des patients à 10 ans, puisque les patients qui avaient un index de LACI inférieur à 5 avaient une survie à 10 ans de 85%, alors que ceux qui avaient un LACI supérieur ou égal à 5 avaient une survie de seulement 60% sous traitement médical à 10 ans. Mais il nous manque un point. Donc, on a la première chose, on a un marqueur qui est facilement accessible en pratique de routine, puisque ce sont deux mesures, l'onde à prime au Doppler tissulaire et le volume de l'oreillette gauche qui sont faits en pratique de routine. C'est un marqueur qui est corrélé à la survie, c'est un marqueur qui a des conséquences cliniques, mais la question à laquelle il faut répondre maintenant, est-ce que c'est un marqueur qui apporte des informations supplémentaires par rapport à ceux dont on dispose? Eh bien, si on compare ce marqueur de fonction atriale gauche au volume de l'oreillette pris isolément, le LAVI, eh bien, on se rendait compte, vous voyez en bas à droite, que c'est un index qui était beaucoup plus performant, incrémental, avec un NRI de 0,21. Ça veut dire tout simplement qu'il permet de reclasser 20% des patients à risque qui ne sont pas pris en compte si on utilise uniquement le volume de l'oreillette gauche. Et donc, parmi les patients qui avaient une oreillette gauche non dilatée, je vous rappelle que dans l'insuffisance mitrale dégénérative, le cutoff, c'est moins de 40 ml par mètre carré, comme vous le savez. Eh bien, si on regarde uniquement les patients qui ont une oreillette gauche non dilatée, et donc a priori pas à un surrisque de décès, eh bien, on se rendait compte que chez les patients qui avaient une fonction atriale gauche conservée, la survie sous traitement médical est restée conservée 85% à 10 ans. Par contre, chez ceux qui avaient un index de fonction atriale gauche altéré, c'est-à-dire un LACI supérieur ou égal à 5, eh bien, la survie, là, elle était dramatiquement altérée et elle n'était plus que de 63% à 10 ans. Alors, on a regardé sur cette courbe de Spline le cutoff à partir duquel l'excès de mortalité augmentait, puisqu'on a un excès de mortalité net et puis indépendant des autres facteurs profondants. Et on s'est rendu compte que lorsque ce rapport donc, de volume de l'oreillette gauche indexé divisé par l'onde à prime au Doppler tissulaire était supérieur ou égal à 5, eh bien, on avait un excès de mortalité par rapport au reste de la cohorte, toujours sous traitement médical, donc chez des patients qui ne sont pas opérés, et un excès de mortalité qui augmente de façon linéaire avec l'augmentation du marqueur, donc avec l'augmentation de la dysfonction atriale gauche, et ce de façon assez importante au fur et à mesure que la dysfonction apparaît avec un excès de mortalité qui apparaît à 5, mais qui est multiplié par 2, un risque de décès multiplié par 2 autour de 8, et puis par 3 lorsque le marqueur dépasse 10. Donc un marqueur qui est facilement disponible en pratique de routine, qui est indépendamment associé à la survie et qui est incrémental par rapport à tous les autres marqueurs que l'on a. Là, on a vu par rapport à l'oreillette gauche, mais c'était vrai aussi par rapport à la fraction d'éjection ventriculaire gauche, par rapport à la dimension systolique du ventricule gauche. Un fait très important, lorsqu'on a regardé ces deux analyses stratifiées en sous-groupes, premier élément, le marqueur de fonction atriale gauche, il est indépendant de la sévérité de la fuite mitrale. Vous voyez ces deux courbes. À gauche, c'est des patients qui n'ont pas de fuite ou des fuites qui sont triviales ou minimes, c'est-à-dire inférieures à 0,20 cm² de SOR et 20 ml de volume régurgité. Par rapport à des patients à droite qui ont des insuffisances mitrales modérées ou sévères, c'est-à-dire un SOR qui est compris entre 0,20 et 0,40 ou supérieur à 0,40 cm², eh bien, les courbes, elles restent totalement séparées. Et les patients qui ont une fonction atriale gauche conservée, donc c'est la courbe rouge, ils gardent une meilleure survie que les patients qui ont une fonction atriale gauche altérée. Ce sont les courbes bleues, indépendamment de la fuite mitrale. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut opérer des patients qui n'ont pas de fuite mitrale ou des fuites minimes? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marqueur est puissant, mais tellement puissant qu'il reste indépendamment de la sévérité de la fuite. Donc, c'est un marqueur de sévérité en soi. Et donc, pour tous ces patients qui sont la majorité des cas, qui présentent des fuites de sévérité significatives, mais pour lesquelles on a du mal à évaluer la décision thérapeutique, parce qu'on n'a peut-être pas tous les critères de classe 1 ou parce qu'on n'a
quelques critères de classe 2, mais qu'on a des réticences vis-à-vis du patient à opérer, eh bien, le marqueur va nous orienter vers la décision à prendre. Et la calcul de cette fonction atriale gauche de façon assez simple, eh bien, va plutôt nous décider vers un traitement conservateur ou vers un traitement invasif et va permettre à terme, on l'espère, de réduire l'excès de mortalité. Dernier point, vous voyez, on l'a évoqué un petit peu, lorsque l'on stratifie l'analyse en sous-groupe par rapport à la taille de l'oreillette gauche, et bien on a encore cette même information, c'est-à-dire que quelle que soit la taille de l'oreillette gauche, que l'oreillette gauche soit dilatée ou pas, le marqueur, la dysfonction atriale gauche, elle reste un marqueur puissant d'excès de mortalité. Donc, ça va un petit peu dans ce sens-là. Et donc, c'est un marqueur en plus qui va nous aider à la décision thérapeutique. Et puis, fait très important, c'est un marqueur qui est disponible instantanément. Pas besoin de validation puisqu'on obtient ces données d'une cohorte de plus de 6000 patients avec un ajustement qui est très exhaustif et un suivi qui est très... Merci beaucoup, Benjamin. C'était très clair. Alors, quelles sont, à ton avis, les pistes à privilégier après tout ce que vous avez pu comprendre et publier? Alors, il y a deux pistes, à mon avis, qui sont importantes ici. La première, c'est de savoir si les autres façons, les autres méthodes d'évaluation de la fonction atriale gauche vont dans le même sens. Et je pense notamment à l'image par speckle tracking ou strain, qui est très importante, mais qui n'a pour l'instant pas été évaluée sur des cohortes de grande amplitude. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette étude comme tremplin pour lancer d'autres études sur la fonction atriale gauche par d'autres méthodes, notamment le strain, et puis voir si tout cela est corrélé à la fois au pronostic et incrémental par rapport aux autres facteurs. Et puis la deuxième chose, qui est assez logique finalement, c'est de se demander pourquoi et d'avoir la réponse à savoir quel est le mécanisme physiologique, je dirais moléculaire, qui est en dessous, pour lequel on n'a pas encore la réponse, et savoir pourquoi une dysfonction de l'oreillette gauche, indépendamment de la sévérité de la fuite, donc même chez des patients qui n'ont pas de fuite, est corrélée à un excès de mortalité. Pour l'instant, la question, elle reste ouverte. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Alexandre. C'était très clair. Je rappelle que cette interview sera publiée sur la chaîne YouTube de SenseH, bien évidemment, et il sera retranscrit sur notre revue CardioH. Et donc, merci encore une fois pour ton temps précieux. Merci, Benjamin. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Bonsoir.